Je vais vous inviter, si vous ne l'avez pas déjà fait, à investir 1h25 de votre temps et à regarder un documentaire qui s'appelle La bataille d'Airbus, qui synthétise un petit peu ce qui a été dit par mes deux collègues précédemment et qui permet de comprendre que certes, bon, Airbus c'est gros, mais comment ça se trame et surtout qui finit, et c'est presque ça qui est un petit peu abyssal, qui finit sur une ouverture de bloc, en plus avec une jolie iconographie qui fait penser à Game of Thrones, sur justement les blocs Asie, Europe, États-Unis, et donc comment en fait l'évolution de la réglementation, comment l'évolution de nos réglementations viennent s'affronter sur le marché économique. Je pourrais résumer à peu près ça comme ça. Donc si vous avez 1 minute 25, vraiment allez-y. 1h25, pardon. 1h25. Vraiment, allez-y. C'est à mettre entre toutes les mains. C'est suffisamment simple pour les comex qui n'ont pas le temps. C'est suffisamment accessible pour les ados dont le sujet, pour qui le sujet cyber est une étude de cas, qui se pose des questions sur le numérique. Et moi, je le conseille à tous les étudiants que je rencontre. Voilà. En plus, vraiment, l'iconographie est très sympa. Et donc, allez-y. Voilà pourquoi je voulais faire le lien avec ce qui venait d'être dit. Et je voulais aussi faire le lien pour vous rappeler, pour en tout cas introduire mon propos comme ça. L'influence et l'intelligence économique, c'est politique. Et j'en viendrai à mes territoires à ce moment-là. Pourquoi je dis que c'est politique ? Parce que ça ne peut venir, en tout cas la puissance de notre stratégie en matière d'intelligence économique ne viendra, à mon sens, que du politique. Les entités toutes seules, isolées, vont avoir du mal à avoir un vrai effet global, un vrai impact systémique, s'il n'y a pas un soutien politique au sens noble du terme. Et à mon sens, c'est vraiment important de le rappeler. Et comme on est tous en démocratie et qu'on est tous des citoyens, eh bien, allons embêter un peu nos territoires sur ce sujet. Ça marche ? Alors moi, j'avais remis une définition. Ça, c'est le vieux réflexe des avocats, c'est d'essayer de définir. Donc, une définition, donc, on avait dit... Alors, j'ai cité Wikipédia, je ne me suis pas embêtée. Et puis, j'ai essayé de refaire une définition plus en lien avec les territoires. Et c'est vraiment... Finalement, cette démarche stratégique et organisée de la collecte et de l'analyse de la diffusion d'une information, évidemment d'une information pertinente, ça pourrait être une conf en soi, comment définir une information pertinente, et au service de quoi ? La protection des territoires et la protection de l'intérêt économique du territoire. Ça fonctionne ? Magnifique. Mais une fois qu'on a dit ça, je ne vous ai pas dit grand-chose, et vous dites, bah oui, elle le dit comme les deux autres avant, et c'est vrai. Mais l'objet là, il est un tout petit peu plus complexe. Alors, je ne veux pas dire qu'il est plus complexe par rapport à une entité privée, mais il a des caractéristiques très spécifiques. La collectivité territoriale, le territoire, a des caractéristiques spécifiques, et c'est de ça dont je vous parlais aujourd'hui finalement un peu plus comme une élue que comme une avocate. Parce que déjà, le territoire est très protéiforme. Un territoire, si je vous dis territoire, ça ne veut pas dire grand-chose. On parle de quoi ? Quelle est l'échelle ? Et donc, on va avoir toujours des échelles très différentes si on parle d'une région, si on parle d'un département, si on parle d'une communauté de communes, si on parle d'une commune, d'un village, on aura des échelles très différentes. On aura peut-être une méthodologie, on va en parler, qui sera identique. Mais en tout cas, les implications et les informations qu'on va aller chercher seront relativement différentes parce que l'échelle est très différente. Et pourtant, à chaque fois, on parle de territoire. On a aussi, et on le retrouve dans les entités privées, on a aussi des parties prenantes qui sont impliquées, qui peuvent être extrêmement variées. Alors, je vous ai relisté, ça se trouve, vous en identifiez d'autres, et je vous disais en introduction que c'est politique. Les premières parties prenantes, c'est les élus. C'est les premiers concernés. En fait, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur territoire ? Est-ce que la protection
de leurs actifs économiques va être un sujet pour eux et comment ils vont le traduire. Alors, ils peuvent le traduire par action, les politiques agressives pour avoir plus d'entreprises dans ma zone géographique que celle de mon voisin. Donc, on peut avoir, et c'est pas toujours très sain d'ailleurs, des confrontations entre communautés de communes, par exemple, pour attirer plus de médecins dans une communauté de communes plutôt que dans une autre. Donc, on a ce type de comportement. Donc, les élus, les agents, parce que les élus, sans les agents, ils ne sont rien, puisque c'est les agents qui font, c'est pas les élus, il faut quand même le rappeler. Les services de l'État, évidemment les autres collectivités locales, les médias locaux. Alors, on parle de guerre d'information. Et les médias locaux, c'est sans doute les premiers sur l'information. Voilà. Si vous voulez faire passer, quand vous êtes élu, des informations, être sûr que ce soit bien passé, les premiers à avoir dans sa poche, c'est les médias locaux. Et ensuite, ces médias, en plus, ils sont récupérés par les nationaux parce qu'ils ont besoin aussi de remplir leurs colonnes. Donc, il faut utiliser ces médias locaux. Les organismes de formation, j'en reparlerai après, les entreprises locales et évidemment la population. Les entreprises locales, je vais en reparler aussi après. Alors, c'est aussi une démarche complexe parce que l'objet est complexe aussi au regard des finances des collectivités territoriales, puisqu'elles sont très spécifiques avec des contraintes extrêmement majeures que l'on a beaucoup moins dans le secteur privé. Vous savez bien qu'on a un budget d'investissement, un budget de fonctionnement dans le cadre des collectivités territoriales. Il faut aussi savoir que dans le cadre des collectivités territoriales, une grosse partie des budgets de fonctionnement qui payent, par exemple, les licences de logiciels sont déjà largement mangés par les salaires des agents territoriaux. Donc, quand on a déjà plus beaucoup de sous pour fonctionner, c'est difficile de se poser des questions sur l'investissement et sur des investissements autour de l'intelligence économique ou même de la cybersécurité. Et là, on a un vrai... vous voyez, j'ai utilisé le terme investissement. J'ai parlé d'investissement. Et pourtant, dans mon budget, ça va être du fonctionnement. Je pourrais en parler pendant longtemps parce que je suis vice-présidente en charge des finances de ma communauté de communes. Mais je vous fais grâce de la distinction entre les deux et des mécanismes entre les deux. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, les coûts liés à la cybersécurité et notamment aux achats logiciels sont vus comme du fonctionnement et non pas comme un investissement. Et ça pose problème en termes de finances publiques parce qu'on a moins d'argent sur le fonctionnement que sur l'investissement. Je vous avais remis une petite infographie pour présenter les ressources des collectivités territoriales, aussi pour vous rendre compte que finalement, contrairement à une société privée, les ressources des collectivités territoriales sont très limitées. La possibilité de lever de l'argent chez les collectivités territoriales est relativement faible et on le voit bien, aujourd'hui on est en plein débat budgétaire, que c'est pas près de s'arranger. Alors, on m'a dit intelligence économique, territoire, cybersécurité. Vraiment, ça m'a un peu bouleversée, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit finalement la cyber c'est deux choses. C'est un outil, mais c'est un secteur. Et quand on est dans une collectivité territoriale, on a la question de l'attractivité et on a la question évidemment de la protection de nos actifs. Donc, je pense que tout le monde dans cette salle voit très bien comment la cyber nous protège, ça c'est à peu près clair. Mais du coup, je voudrais attirer peut-être l'attention sur le fait que la cyber, c'est aussi un secteur. Et donc, qui dit secteur, dit attractivité du territoire, si j'arrive à attirer des gens de ce secteur chez moi. Je vous donne un exemple, avec par exemple la région de Vannes, la région de Rennes, qui sont devenus des pôles d'attractivité autour de la cyber. Et aujourd'hui, on voit bien que ces zones territoriales vont attirer des talents parce qu'elles vont attirer des recruteurs, elles vont attirer des entreprises. On a la même chose, on va penser à Toulon. On a des pôles d'innovation. Il y a le campus sur le sud qui s'est ouvert. On sait aussi que ça, sur le sud-est, ça va attirer des entreprises, ça va créer de l'innovation, donc on va créer de l'emploi. Si on crée de l'emploi, on crée une dynamique économique. Donc la cybersécurité protège nos territoires, mais aussi, à mon avis, peut-être un vecteur de développement du territoire si les acteurs politiques ont une envie de développer ce secteur dans leur zone territoriale. Après, là c'est assez... je surveille l'heure.
assez simple, mais, et mes collègues l'ont déjà dit, mais comment on intègre en pratique cette stratégie dans les collectivités territoriales? Alors, la veille stratégique, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Cyril, mais les 4 étapes, on les retrouve. L'évaluation, la sensibilisation et la formation, et puis l'intégration de la cyber dans tous les projets. J'ai envie ici de rappeler encore une fois que les outils ne font pas tout, il n'y a pas d'outils miracles, et que les humains, et donc, alors j'ai mis les procédures, mais il faut se comprendre, c'est l'exercice des procédures, sont au cœur des collectivités pour remporter ce pari, pour réussir à se protéger. Il faut entraîner des humains, c'est pas juste la peine d'avoir fait une procédure, ça ne sert absolument à rien. Il faut aussi la faire vivre, il faut former les agents territoriaux et la population. Voilà, je suis assez cash là-dessus. Une collectivité territoriale, l'État, doit aussi former les citoyens que nous sommes, et y compris les plus jeunes, à ces aspects, à la cyber, à l'intelligence économique, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, à quoi ça sert, pourquoi on me demande ce type d'information, comment ça peut être réutilisé. Et aujourd'hui, ce sont des questions qu'on peut aborder. Il y a des campagnes, y compris au collège maintenant. J'interviens moi-même dans certains établissements scolaires. Il faut y aller, il faut avoir ces actions pour que ces problématiques remontent, en fait. Alors, sur la veille stratégique, j'avais un petit peu... j'avais scindé les 4 étapes pour revenir un petit peu de manière méthodologique sur ces aspects. Donc, je vous disais les médias locaux, évidemment les médias locaux. Et puis, quand on parle des collectivités territoriales, on peut citer, vous avez cité le cas de l'Allemagne tout à l'heure. Quand ils ont implanté Tesla, ils ont réfléchi avant d'agir. Et là, aujourd'hui, on a une stratégie de réindustrialisation de la France. C'est la même chose, en fait. Réfléchissons, quand on implémente une industrie à un endroit, quel est le danger, quels sont ses concurrents, certes, mais qu'est-ce qui va aussi influencer le choix et pour quelle finalement raison on va la mettre à tel endroit ou tel autre, et est-ce que c'est vraiment nous qui décidons ou pas? Et ces questions-là, il faut vraiment les poser, parce que sinon, là, on le voit, il y a des critiques, il y a des affaires récentes qui nous poussent avec des intérêts étatiques qui ne sont pas les nôtres sur ces questions-là. Et donc, aujourd'hui, c'est un questionnement qu'il faut absolument avoir. Donc, pour moi, la veille stratégique va rentrer dans ces aspects. Évaluation des risques, évidemment. La compréhension de la menace, oui, mais aussi la compréhension de notre propre vulnérabilité. C'est-à-dire, est-ce qu'on se connaît vraiment suffisamment? Est-ce que j'ai vraiment conscience dans mon territoire de mes failles, de mes forces? Est-ce que j'ai une approche objective, ou en tout cas, j'essaye d'avoir une approche objective de mon territoire? Et s'il y a des choses que je ne peux pas réaliser, est-ce que j'ai des partenaires de confiance que j'arrive à identifier sur mon territoire? Et donc là, les travaux qui ont été faits notamment par Cybermalveillance sur l'identification cybermalveillance.gouv.fr pour l'identification des partenaires locaux, à mon sens, c'est essentiel pour les collectivités territoriales, c'est essentiel pour les élus d'aller d'aller rencontrer ces acteurs locaux, parce que ces acteurs locaux, ce sont les premiers remparts ou nos premières solutions en cas d'incident. C'est les premières personnes vers qui nos habitants vont se tourner. Souvent, ces acteurs locaux habitent le territoire, donc s'il se passe quelque chose, ils vont être vite informés. C'est important de les connaître, c'est important de bien connaître son tissu économique et ses prestataires locaux. La sensibilisation, j'en ai déjà un petit peu parlé, je surveille toujours l'heure. Et puis, alors j'ai remis protection cyber. Aujourd'hui, on a eu un plan de relance, on a eu France Relance, etc. Il faut aujourd'hui qu'on aille plus loin. L'intelligence économique avec la cybersécurité sont là pour protéger nos territoires. Et à mon sens, il est temps maintenant d'aller plus loin et de pousser l'État avec un grand E, donc nos politiques au plus haut niveau sur l'exemplarité vis-à-vis de ce sujet, parce que sinon, on n'aura pas d'élan au niveau des communes, au niveau des régions, au niveau des collectivités territoriales. Il sera très difficile de les faire rentrer dans une démarche si l'État lui-même, au plus haut niveau, n'est pas exemplaire sur ces aspects. Donc l'exemplarité, ça passe aussi par quelque chose qui permet de clarifier des positions, en fait de comprendre où est-ce qu'on va, d'avoir un véritable projet.
Alors, je sais bien qu'on est sur une période de débat budgétaire et qu'on est plutôt piloté par un DAF actuellement que par un DG, mais la question doit se poser quand même, parce que ce sont des décisions qui auront des conséquences budgétaires négatives ou positives. Négatives parce que nos cerveaux, nos talents, nos industries pourront partir, ou positives parce qu'effectivement, on va réussir à réindustrialiser et renforcer des positions que nous avons aujourd'hui. Voilà. Ah oui, j'avais mis 2 illustrations sur la région Normandie. Comme je surveille l'heure et que je ne veux pas dépasser et que je suis avocate et donc que souvent on a tendance à s'emballer sur les timings, je vais juste revenir sur un point et je voudrais finir sur une note positive. Dans les collectivités territoriales, vous avez l'obligation d'avoir un plan communal de sauvegarde, des plans de prévention des risques, des documents d'information communale sur les risques majeurs. Ces documents, des plans de continuité d'activité, ces documents, ils sont obligatoires. Si vous vous ennuyez dans votre vie et que vous avez une folle envie d'occuper vos soirées, je vous invite à aller voir en conseil municipal vos élus. Et pourquoi je vous invite à faire ça? Parce que comme on est tous sensibilisés, si on le fait tous, au bout d'un moment, ils vont se dire que ça préoccupe leur électorat et que ça préoccupe l'ensemble de la population. Donc, plus on aura de questions qui viendront de la base, plus, y compris l'AMF se sentira concernée, et donc remontera, vous voyez ce que je veux dire, on va aller un sandwich, quoi. Donc, voilà pourquoi je veux finir sur une note positive, parce que finalement, on a cette possibilité, nous, en tant que petits sachants pour moi de la cyber, donc je voudrais qu'on le prenne, en fait, s'il vous plaît. Et puis, je voulais finir sur une note positive aussi avec ce magnifique rapport d'information qui a été réalisé par le Sénat. Si ça vous intéresse, c'est le numéro 872, déposé le 12 juillet 2023, qui, je vous lis, porte le nom très évocateur de « Anticiper, adapter, influencer ». L'intelligence économique comme outil de reconquête de notre souveraineté. Donc, je vous propose qu'on commence la reconquête par aller embêter nos maires et nos élus locaux. Je pense que c'est un bon départ pour qu'ils se sentent concernés par ce sujet. Voilà, je crois que je suis dans le timing. Et donc, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.